Alors corrigeons rapidement ce premier exercice qui fait le point sur ces étapes. En 1957, la première étape à relever, c'était le lancement dans l'espace par l'URSS du premier satellite artificiel qui s'appelle Spoutnik. Un simple boîtier sphérique qui va faire le tour de la planète en envoyant un petit signal sonore qu'on peut entendre, hein, il y a un petit bip qu'on peut même entendre à la radio, et c'est un véritable exploit. L'URSS est le premier pays à pouvoir mettre en orbite dans l'espace un objet artificiel. Dans un second temps, en 1961, eh bien, c'est cette fois-ci un exploit encore plus impressionnant, c'est le premier homme qui est envoyé dans l'espace. Vous avez sa photographie ici, c'est Yuri Gagarin et c'est encore l'URSS qui réussit cet exploit. Alors le voilà, premier homme dans l'espace, c'est un général hein, de l'armée rouge. Cette première, évidemment, est suivie dans le monde entier. Alors il faudra attendre, vous voyez, les États-Unis hein, ne sont pas encore dans la course, 1969, pour réaliser eux aussi une première. Alors entre-temps, ils vont envoyer un homme dans l'espace, plusieurs missions, mais ils le font après l'URSS, et eux, ils vont réussir en 1969 pardon, à envoyer un équipage sur la Lune. C'était illustré par cette empreinte du premier pas de l'humanité sur le satellite naturel de la Terre. Alors, quels sont les objectifs de telles premières et de tels exploits? Alors évidemment, ils servent la recherche scientifique, la recherche technologique, les avancées, mais pas uniquement. Et le document 5, page 97 était assez intéressant de ce point de vue. Il montrait deux discours des deux chefs d'État des États-Unis et de l'URSS au moment de ces exploits. Le premier, c'est un discours de Nikita Khrouchtchev. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que j'aimerais bien que vous soyez capable de retenir le nom de Khrouchtchev et aussi de bien l'orthographier. Qui réagit donc au premier vol humain habité dans l'espace. Donc notre pays a créé le premier vaisseau satellite, il s'est lancé le premier dans le cosmos, n'est-ce pas, la manifestation la plus éclatante, la manifestation la plus éclatante de la liberté authentique du peuple le plus libre du monde, le peuple soviétique. Donc ce que fait Khrouchtchev ici, c'est qu'il met en parallèle l'avancée technologique avec la qualité de son modèle. Si l'URSS a envoyé la première un homme dans l'espace, parce que c'est le meilleur des pays dans le monde. Et là, on voit que cette compétition technologique, elle prend une autre dimension. C'est aussi une compétition visant à démontrer la supériorité d'un pays sur les autres. C'est donc aussi une action de propagande. Alors regardons la réaction des États-Unis en 1961, cette fois-ci c'est Kennedy qui parle, donc Kennedy on l'a déjà rencontré, le président des États-Unis. Si nous voulons gagner la bataille actuellement engagée à travers le monde entre la liberté et la tyrannie, donc la liberté, vous l'aurez compris, c'est les États-Unis, la tyrannie, c'est l'URSS, notre nation doit se donner comme objectif, d'ici à la fin de la décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur la Terre. À vrai dire, ce ne sera pas un homme qui ira sur la Lune, mais une nation tout entière. Donc là, l'objectif d'aller sur la Lune, au moment où l'URSS vient d'envoyer un homme dans l'espace, est un objectif qui paraît inatteignable, et que se fixent les États-Unis. Le président des États-Unis veut ici supplanter l'URSS, faire oublier finalement cette défaite pour les États-Unis qui a été la première soviétique d'envoyer un homme dans l'espace. Donc, on va le noter, il faut bien démontrer la supériorité de son propre modèle. Ces opérations sont aussi d'immenses opérations de propagande à destination de leur population. Et moi je vais mettre ça aussi en parallèle avec un troisième point très important. Donc là, encore cette propagande illustrée à travers une magnifique affiche montrant un cosmonaute tenant les symboles de l'Union soviétique, hein, le marteau et la faucille, donc le pays des travailleurs, et le héros cette fois-ci, bah, c'est le cosmonaute, et vous avez dans le ciel du cosmos justement les missions représentées par des étoiles rouges. Alors, je reviens au point que je voulais vous montrer. C'est un moment de compétition technologique qui va avoir aussi des implications militaires. Les États-Unis étaient les seuls à détenir la bombe atomique, et bien en 1949,
Le président américain annonce avec un ton très solennel et très sombre d'ailleurs à sa population que l'URSS s'est dotée elle aussi de l'arme atomique. 1949. Ensuite, les armes vont se perfectionner. Donc là, vous avez un avion bombardier nucléaire intercontinental. Ça veut dire que désormais, on a le moyen d'aller porter l'offensive militaire très loin. Les États-Unis possèdent cet avion dès 1948, l'URSS, ça sera en 1955. Donc là, on a un temps d'avance pour les États-Unis, encore en 1952, quand ils mettent au point la première bombe thermonucléaire. Ce sont des bombes atomiques, mais beaucoup plus puissantes que la première génération de bombes. 1952, 1953, l'URSS a mis au point sa bombe thermonucléaire. Elle a rattrapé un petit peu son retard. Les fusées se perfectionnent et on va atteindre les missiles intercontinentaux. Alors un missile, bah, c'est une fusée qui est capable de voler d'elle-même d'un point à l'autre du monde sans qu'il y ait besoin d'un avion. 1960, missile intercontinental réalisé par les États-Unis, mais on voit ici que l'URSS avait un an d'avance. Missile lancé depuis un sous-marin, avance de l'URSS. Missile à plusieurs têtes nucléaires, États-Unis en 70, 74 en URSS. Armes antimissiles en 1985, et puis vous avez un bilan dans les années 80, 23 000 missiles, 23 000 têtes nucléaires pardon, du côté des États-Unis, 40 000 du côté de l'URSS. Donc cette compétition technologique, elle a aussi un troisième aspect. Alors c'est une compétition technologique, c'est une compétition de propagande, à visée de propagande pour démontrer sa supériorité, mais c'est enfin aussi une terrible course aux armements. Pendant cette période de la guerre froide, ben, l'humanité se dote d'armements terriblement destructeurs pour pouvoir faire face éventuellement à un conflit. Dernier point à rajouter, progrès technologique au service de la course aux armements. Alors, pour préparer la suite, excusez-moi, de notre leçon, je vais vous demander de lire le dossier que j'ai brièvement affiché. C'est le dossier, page 100 à 101. Lisez-le attentivement, et puis après, je vous donnerai quelques explications supplémentaires dans ce contexte de course aux armements, de perfection technologique atteinte notamment au moment de la conquête spatiale, eh bien va éclater une crise, la crise de Cuba, qui sera à retenir. Pour l'instant, lisez simplement ce dossier.